Bonjour mesdames et messieurs, dans ce booktube, nous allons aborder l'œuvre de Mustapha Fahmy, un connu auteur marocain, intitulée La promesse de Juliette, une réflexion philosophique sur les thématiques de l'amitié et de l'amour, de la liberté, de la fragilité et de l'identité. Toutefois, avant de commencer, nous allons présenter un peu l'auteur Mustapha Fahmy. Je vais aborder l'aspect de son parcours professionnel. Alors pour débuter, ce dernier est détenteur d'un doctorat en littérature anglaise à l'université de Montréal, ayant effectué une partie de sa formation à l'université de McGill. Ce dernier est particulièrement spécialisé en littérature anglaise durant la Renaissance anglaise, mais aussi dans les œuvres de Shakespeare, pour lesquelles il a une véritable passion. Il a écrit à travers sa carrière plusieurs livres, dont les titres sont Shakespeare Poetic Wisdom, The Purpose of Playing, The Dwelling in the Forest of Arden, ainsi que naturellement La promesse de Juliette. Mais cela ne s'arrête pas à ça. Par exemple, il a aussi écrit un recueil de poèmes et de poésie en arabe. Toutefois, une partie un peu moins connue de sa carrière, c'est son influence directe sur les œuvres cinématographiques. Pourquoi ? Parce que les cinéastes voulant effectuer des adaptations des œuvres de Shakespeare à l'écran d'argent, comme on dit en anglais, sont venus s'adresser à Mustapha Fahmy. Pourquoi ? Parce que ce dernier connaissait très bien la philosophie de Shakespeare, l'histoire des personnages de chaque histoire, leur psychologie, leurs motifs pour faire ce qu'ils ont fait dans les histoires, et par conséquent il servait de point de référence très solide pour les cinéastes dans leur œuvre. Non seulement cela, mais il est aussi professeur de littérature anglaise à l'université, et à travers son style d'enseignement très dynamique et enrichissant, il a motivé beaucoup d'élèves à vouloir poursuivre une carrière en littérature, et même il a éveillé la passion pour la littérature chez certains de ses élèves. Bien sûr, ces mots-ci ne veulent rien dire si on n'a pas quelques preuves, et n'en voici. Sa méthode d'enseignement est tellement efficace qu'il a reçu plusieurs nominations en 2008 et en 2012 pour le prix d'excellence du réseau des universités du Québec. Non seulement cela, mais il a aussi reçu le prix du meilleur livre de sa catégorie au Salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le livre La leçon de Rosalinde. Mais aussi, il a publié un article sur Shakespeare intitulé Man's Chief Good, qui était si remarquable qu'il a paru dans le prestigieux Shakespearean International Yearbook. Je vais tout premièrement débuter ma réflexion en abordant la thématique de l'amour et de l'amitié à travers le chapitre de La promesse de Juliette. Donc dans la vie, on a besoin d'amour et d'amitié. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a besoin de se sentir aimé. Et ça rapporte aussi la joie, ça apporte beaucoup d'effets positifs sur notre état psychologique. Non seulement cela, mais l'amour peut aussi répondre à un manque. Ce manque, c'est le manque d'une relation joyeuse, du bonheur. Par exemple, Roméo, dans la pièce Roméo et Juliette, vivait une relation pétrarchienne avec Rosaline, sa fiancée. Une relation pétrarchienne est une relation où une personne démontre à sa compagne ou à son compagnon qu'elle l'aime à travers des signes ou des efforts. Toutefois, la deuxième personne ne démontre pas la même affection pour la première, ce qui crée une situation d'inégalité dans laquelle la première personne, elle se sent traitée injustement, ce qui peut mener à la déception ou au mécontentement. C'est exactement cette situation que vivait Roméo. Ce dernier démontrait des signes d'amour vers Rosaline, sauf que Rosaline ne faisait pas de même, ce qui le menait à être insatisfait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le manque de joie. Ainsi, un jour au bal des Capulet, il rencontre Juliette pour la première fois. Il tombe immédiatement amoureux d'elle. Pourquoi ? Parce qu'il ressent qu'en vivant sa vie avec cette dernière, il pourra enfin se libérer de cette humeur pétrarchienne. Et donc, il voit en elle la possibilité d'un amour joyeux. Mais exactement comment débute l'amour ? L'amour débute avec la rencontre du beau. Et ici, je ne dis pas le beau physique, parce qu'une personne peut tout aussi bien aimer une feuille et une fleur. Mais ici, je parle du beau de la personnalité. Une personne avec une belle personnalité. Mustapha Fahmy, dans son livre, décrit ce beau-ci comme étant une manière
de la personne, d'une personne, par exemple la démarche, le charme, la manière de vivre d'une personne qui promet aux contemplateurs de celle-ci des jours heureux en sa compagnie. Maintenant, une personne peut trouver quelqu'un de beau, et cette même personne qui est belle pour quelqu'un peut être laide pour l'autre. Et du moment où on perçoit une personne comme étant laide, eh bien, l'amour entre ces deux personnes-là est impossible. Pourquoi? Parce que l'aversion est l'opposé de l'amour. Et lorsqu'on trouve quelqu'un laid, eh bien, on a de l'aversion, on a de la haine pour cette personne. Par la suite, lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, la personne subit plusieurs changements. Le premier duquel est un changement dans le registre. Comme le dit Mustapha Fahmy, la première transformation que nous subissons lorsque l'amour s'empare de nous touche ainsi notre façon de parler. Nous passons subitement du langage direct de la vie quotidienne au langage oblique de la poésie, des chansons, des fleurs, des symboles et des cadeaux. En somme, lorsque nous tombons amoureux de quelqu'un, nous passons au langage du beau. Pourquoi? Parce que nous trouvons cette personne belle et conséquemment nous commençons à la traiter comme telle. Ainsi, au lieu de s'adresser directement à elle avec un langage générique et gris, pour le dire métaphoriquement, on s'adresse à elle avec un langage fleuri, beau, pour lui démontrer notre amour envers celle-ci. Finalement, l'amour résulte au mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est tout simplement le produit de l'amour. Et l'amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la quête de l'autre moitié, d'une moitié qui pourrait nous compléter dans notre vie, qui pourrait nous être complice, qui serait un support, mais dont on serait aussi le support. Pour ma part, dans le thème des amours et amitiés, j'aborderai le sous-thème des troubadours. L'amour exprimé en poésie qu'on connaît de nos jours, tel que Roméo et Juliette et Tristan et Isolde, il proviendrait des troubadours. C'est des poètes qui vivaient dans le sud de l'Europe au XIIe siècle. Selon cette théorie, il y aurait deux sortes d'amour qui coexisteraient, Eros et Agapé. Eros désigne l'amour physique. C'est une attirance qu'un corps éprouve pour un autre qu'il trouve désirable. Une attirance dont l'ultime but est la satisfaction humaine et par conséquent la perpétuation de l'espèce humaine. Eros est un amour qui est considéré impersonnel, puisque les humains sont poussés par la force de la nature de se reproduire. Tandis que Agapé, c'est l'amour religieux, qu'on associe généralement à des enseignements chrétiens, comme aimez-vous les uns les autres et aimez votre prochain. Un amour qui a pour finalité le maintien de la paix entre les humains. Agapé est lui aussi impersonnel, puisqu'il faut l'éprouver envers toutes les personnes que l'on rencontre, que nous les trouvons aimables ou pas. Pour les troubadours, l'amour qu'ils célébraient, c'était une expérience très personnelle. C'était vraiment un contact entre les deux regards, Agapé et Eros. Ils considéraient que c'était une affirmation de la liberté des amoureux et un triomphe de leur bien-être personnel sur toutes les autres considérations, que ce soit familiales, sociales ou religieuses. Comme Mustapha Fahmy le dit, on aime parce que cela fait du bien. Le contact sexuel est important, certes, mais il n'est pas le but de l'amour. Il est son expression. Une manière d'être le plus proche possible de la personne qu'on aime. Pour débuter, je vais vous parler du thème amour et amitié, tout en faisant appel au sous-thème présent dans le texte L'autre moitié, sur la complémentarité. Dans la promesse de Juliette, Mustapha Fahmy explore à la fois l'amour et l'amitié comme des quêtes de complétude. Cette idée rejoint justement le texte L'autre moitié dont je vous parle, qui raconte le mythe de Platon, selon lequel les humains étaient autrefois des êtres ronds, complets, avec deux visages, quatre bras et deux sexes. Pour les affaiblir, Zeus a donc décidé de les couper en deux, et depuis, chacun cherche sa moitié perdue. On peut lire justement dans le texte, voici mon premier extrait, de la coupure en deux résulte une blessure que nous appelons solitude. Une blessure qui fait mal et que seule la réunification peut guérir. C'est exactement ce que ressent le narrateur chez Fahmy. Il est traversé par un sentiment profond de vide, de manque, que seule Juliette justement semble pouvoir combler. Juliette dans ce livre n'est pas simplement une femme aimée, elle est
cette moitié mythique justement dont on parle dans le texte, cette part de lui-même qu'il cherche justement à retrouver. Mais selon moi, ce mythe ne parle pas uniquement d'amour au sens romantique, mais fait aussi appel à l'amitié, comme le lien de reconnaissance de soi en l'autre. L'autre phrase du texte l'exprime bien, donc au deuxième extrait: tomber amoureux d'une personne, c'est reconnaître en elle une partie de soi-même. Se tomber amoureux peut être aussi lu comme une forme d'amitié rare et profonde, comme celle que l'on retrouve parfois dans le roman. Dans certains échanges, justement, où il ne s'agit pas de désir, mais de compréhension mutuelle. En somme, ce texte prolonge le mythe, justement, qu'il s'agisse d'amour ou d'amitié. Nous sommes tous en quête de cette autre moitié qui nous rend enfin entiers. Pour le thème de l'amour et de l'amitié, je vais focuser sur le sous-thème de l'amitié. Premièrement, une description générale de l'amitié serait que c'est le lien libre et sincère qui unit deux personnes sans but d'intéressé, fondé sur la confiance et le respect mutuel, la bienveillance et souvent une forme de complicité. L'amitié est très importante dans la vie d'un être humain, comme le prouve l'extrait suivant. L'amitié, selon Aristote, Cicéron et Montaigne, est la plus noble de toutes les relations humaines, non seulement parce qu'elle enchérit la vie et la rend plus agréable, mais aussi parce qu'elle améliore les autres relations qu'elle touche, entre voisins, entre collègues ou entre membres de la famille. Cet extrait démontre l'impact qu'a l'amitié sur une communauté et le niveau d'importance qu'a l'amitié dans une vie. Pourtant, ce n'est pas toutes les amitiés qui sont pareilles. Aristote, il dit aussi que il y a trois types d'amitié. Il y a celle qui se base sur les intérêts, il y a celle qui se tourne autour des plaisirs de la vie, puis il y a celle qui se développe entre deux personnes qui sont juste liées par l'amour et les biens du beau. Pourtant, ces amitiés, non seulement sont différentes, mais elles peuvent changer au travers le temps aussi. Par exemple, il y a des personnes qui nous feraient rire en classe à 16 ans au secondaire. On pourrait les trouver plutôt désagréables quand on est plus tard sur le marché du travail parce que nos intérêts et notre mentalité ont évolué et changé. Pourtant, le deuxième extrait propose un approfondissement sur le thème de l'amitié. Mais la véritable amitié, selon l'auteur de l'Éthique à Nicomaque, ne se limite pas à une relation entre deux personnes. Elle peut s'étendre pour inclure des groupes et des communautés, car les éléments qui la constituent sont semblables à ceux qui aident les sociétés à vivre en paix. Cet extrait, il démontre que l'amitié implicite entre les membres d'un groupe ou d'une communauté, c'est un type d'amitié qui est un des plus forts, parce qu'une communauté repose sur les mêmes caractéristiques et les critères qu'une amitié entre deux personnes. Il y a donc plusieurs types d'amitié qui ne se fient pas exactement à la définition générale, mais qui se qualifient toutefois dans le thème. Pour le terme des libertés, j'aborderai le sous-thème des évaluations. Tout d'abord, il est important d'évaluer faire ses choix pour être vraiment libre. Tout d'abord, la liberté individuelle ne se limite pas uniquement à la capacité de faire des choix dans les situations qui s'imposent. Nous pouvons affirmer notre liberté de d'autres manières, en orientant par exemple notre vie envers un bien que nous croyons supérieur aux autres. Avoir ce type de comportement, c'est vraiment ce que Charles Taylor appelait un évaluateur fort. L'évaluateur fort, c'est vraiment quelqu'un qui fait des choix selon son objectif du bonheur. Il ne fait pas des choix comme un évaluateur faible qui fait juste regarder les alternatives et fait les choix selon ses désirs et ses humeurs du moment. Faire des choix, évaluer ses choix et faire des bons, c'est vraiment être libre. Cependant, un évaluateur faible peut tout de même devenir un évaluateur fort. Parce qu'un évaluateur faible peut devenir un évaluateur fort s'il parvient à identifier et à identifier un bien et à s'engager dans sa poursuite. Vraiment être libre, ce n'est pas vraiment vivre sans contrainte, puis faire les choix que nous voulons. C'est vraiment avoir un objectif, un but que nous sommes capables de donner, qui nous permet de donner un sens à notre existence. Un but dans lequel nous allons poursuivre, que nous allons évaluer les choix pour rendre notre but de plus en plus réalisable. C'est vraiment pas la liberté qui donne le vertige, c'est vraiment le sentiment d'être au milieu de plusieurs possibilités sans avoir ce qu'il faut pour les évaluer. Lorsque nous n'avons pas ce qu'il faut pour évaluer les possibilités, nous ne sommes pas capables de déterminer laquelle nous permettra d'être plus proche du bonheur, de notre objectif que nous voulons réaliser. Si nous évaluons seulement avec nos objectifs du moment, nous serons un évaluateur faible et donc pas vraiment libre.
je vais maintenant aborder le thème de la liberté à travers le chapitre de la mauvaise foi. Dans la vie, nous sommes nés supposément libres. Nous sommes dotés du libre arbitre. Par exemple, moi en ce moment, je peux lever ma main et saluer la caméra. Pourquoi? Parce que je peux le faire, j'ai le choix de le faire et je suis libre de le faire. Selon cette même logique, nous pourrions supposément choisir le rôle que nous voulons jouer dans notre vie et aussi dans la société. Toutefois, il y a plusieurs personnes autour de nous qui décident de rentrer dans le moule social en acceptant les rôles qui leur ont été imposés par la société même. On appelle cela la mauvaise foi. Mais qu'est-ce que la mauvaise foi exactement? La mauvaise foi, c'est la capacité de nous mentir à nous-mêmes qu'une meilleure situation que celle dans laquelle on se trouve est impossible. Et que par conséquent, le rêve du rôle que nous voulions poursuivre ne peut pas être atteint pour X et Y raisons. Mustapha Fahmy donne un exemple de cette mauvaise foi à travers un passage qui se lit comme suit. Dans un chapitre célèbre de son livre « L'être et le néant », Sartre raconte l'histoire d'un jeune garçon de café au talent d'acteur. Son mouvement, sa démarche, ses gestes, son regard, sa manière de parler aux clients, de les servir, tout laisse à croire de quelqu'un qui joue devant un public. Mais à quoi joue-t-il au juste? Après réflexion, le philosophe français se rend compte que le garçon de café joue en fait le rôle d'un garçon de café. On voit ici que le garçon de café a tout le talent du monde pour devenir un acteur, pour jouer un rôle plus grand que celui qu'il joue en ce moment. Mais il choisit de rester un serveur dans un café. Par conséquent, selon Chartres, ce garçon fait preuve de mauvaise foi. Toutefois, Fahmy apporte un contre-argument à la réflexion de Sartre à travers le passage suivant. L'exemple est ingénieux, certes, mais Sartre ne semble pas s'intéresser au point de vue du serveur lui-même. Que pense-t-il de son propre métier? Est-il garçon de café par devoir, par son nécessité, ou s'agit-il peut-être d'un choix libre et réfléchi? Et si le jeune homme voyait son métier comme le seul qui lui permette de rencontrer de nouvelles personnes chaque jour et d'être tout le temps en mouvement, au lieu de passer ses journées enfermées dans un bureau? Ce passage démontre que il est possible que, en réalité, dans notre société, nous ne soyons pas entièrement libres de choisir notre rôle et que la mauvaise foi est circonstancielle et dépend réellement de notre perception, comme il a été soulevé dans le passage par Mustapha Fahmy. Parce que Mustapha a soulevé la question « Que pense le garçon de son métier ?» Mais il a aussi soulevé les questions de « Et si le garçon ne se retrouvait pas au café par choix, mais par obligation ?» Cela démontre que il est possible que nous ne soyons pas entièrement libres dans cette vie et que les actions des autres autour de nous, à petite et à grande échelle, influencent notre vie, directement ou indirectement. Par exemple, il se peut que le garçon de café vienne d'une famille défavorisée, ce qui aurait pour effet qu'il soit forcé de travailler et de gagner de l'argent afin de supporter sa famille. Ou peut-être le garçon de café a voulu devenir acteur et pour ce faire, il a essayé de s'inscrire à une école de théâtre. Toutefois, il en a été refusé et conséquemment, il se retrouve rejeté de la possibilité de poursuivre son rêve d'être acteur. Pour le thème de la liberté, je vais aborder le sous-thème du vertige. Premièrement, la liberté, c'est la capacité d'agir ou de penser sans contrainte, mais aussi la responsabilité de ses choix. Elle peut être comprise comme indépendance extérieure, comme autonomie intérieure ou comme droit fondamental. Pourtant, la liberté est un thème qui englobe beaucoup plus que cela, comme pour le prouver l'extrait suivant. Il est angoissant, selon Søren Kierkegaard, de se sentir complètement libre. C'est un sentiment qu'il compare au vertige que nous éprouvons lorsque nous jetons un coup d'œil dans un abîme. Pourtant, la liberté est un sujet que nous nous battons depuis des millénaires pour l'obtenir le plus possible. Toutefois, ce n'est pas nécessairement ce que nous voulions. En fait, la liberté peut être angoissante, comme quand nous avons le vertige. En fait, nous avons peur, pas de tomber, mais nous avons peur de sauter, comme dirait Søren. Comme il le prouve avec l'exemple qu'une personne
aurait peur de s'asseoir sur un balcon qui est solide et protégé, mais réserverait un banc sur le bord d'un hublot afin de pouvoir admirer des paysages terrestres à des milliers de mètres d'altitude. Pourtant, il y en a un qui est beaucoup plus haut que l'autre, mais juste de ne pas avoir la liberté de pouvoir sauter dans le vide, ça nous angoisse beaucoup moins. De plus, cet extrait prouve que Mustapha Fahmy nous prouve que Kierkegaard nous offre une vision de la liberté qui est contre-intuitive, mais qui pour nous en révèle énormément sur notre façon de penser et nos instincts. Mon deuxième extrait démontre que l'homme ne peut pas être le seul lui-même, qu'il a besoin des limites pour se guider, sans lesquelles il vivrait le chaos. En effet, le sentiment d'une liberté absolue est un sentiment épeurant. Cela explique pourquoi nous nous réfugions souvent derrière les directives, les lois, les règles et les traditions. C'est une façon pour nous de détourner le regard, afin de faire face au vide, de nous convaincre que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, qu'il nous est difficile de vivre comme nous le souhaiterons. La liberté de se dire que on préfère des choses nous bloque. Nous, comme êtres humains, nous avons besoin d'être guidés afin d'avoir un sens à la vie. C'est pour ça qu'on nous parle de lois, de règles et de traditions, et que c'est inculqué depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne. On va suivre ça parce que être libre pour nous, malgré que nous le voulons, notre subconscient ne le veut pas totalement. Pour continuer, dans La promesse de Juliette, Mustapha Fahmy explore le thème de la liberté, mais pas de manière politique ou théorique. Il en parle à travers l'expérience intime du narrateur, celle du choix amoureux, du sens qu'on veut donner à sa vie, et de la difficulté justement à se situer dans le monde quand aucun chemin n'est tout tracé. Ce thème trouve un écho direct dans le texte Le poids de la liberté, que je vais justement vous parler maintenant, inspiré de la pensée de Jean-Paul Sartre. Dans le texte, Sartre affirme que l'être humain n'a pas d'essence prédéfinie. Contrairement à un arbre ou à un animal, il ne plaît pas avec une nature ou un but tout fait. Le texte le dit clairement dans mon premier extrait, l'humain est le seul être à ne pas avoir une essence. Nous sommes nés, selon Sartre, dans un néant total. Nous sommes rien. Cela signifie en même temps que nous sommes libres, justement, de choisir ce que nous voulons faire dans notre vie. Mais j'ai une question à vous poser. Cette liberté n'est pas légère. Elle n'est justement pas plus facile. Elle est même parfois douloureuse, car elle implique qu'une personne ne peut choisir à notre place. Donc tous les choix nous reviennent, et que chaque décision nous engage entièrement dans la promesse, nous engage entièrement. Donc justement, dans La promesse de Juliette, on sent que le narrateur vit ce même vertige, et confronté à des choix qui le dépassent. Faut-il croire encore en Juliette comme un amour absolu? Ou faut-il accepter que l'amour soit un acte libre, non une fatalité romantique? Ce doute l'obsède, et l'oblige justement à se positionner face à lui-même. Donc, je continue avec le deuxième extrait. Un autre extrait du texte dit que accepter malgré toute l'angoisse que cela génère, que nous sommes libres et que rien ne pèse sur nous, se mentir à soi-même, c'est faire preuve de mauvaise foi. Cette phrase est très fondamentale dans le texte, je trouve, parce que ça nous explique que fuir nos responsabilités ou se cacher derrière les attentes de la société, comme par exemple les rôles imposés par la famille ou les normes de réussite, c'est justement refuser notre liberté. Dans le roman, cette tentation est assez présente. Le narrateur pourrait justement choisir une vie facile, plus stable, plus conforme. Mais ce serait d'une certaine façon trahir s'il ressent au fond de lui. La liberté dans ces deux textes, c'est donc un poids, une angoisse, mais aussi une possibilité d'authenticité. Elle nous oblige à agir, à choisir, à nous engager. Et c'est dans cette tension entre liberté et responsabilité, qui est mon deuxième thème, mon sous-thème, que se joue la vraie vie, que ce soit dans la philosophie de Sartre ou dans l'amour incertain du narrateur de La promesse de Juliette. Je veux maintenant aborder le troisième thématique, qui est la fragilité, à travers le chapitre Juger. Tous les êtres humains sont imparfaits. Nous sommes nés avec des fragilités. Cela signifie que nous ne pouvons pas juger les autres et utiliser ce jugement comme biais pour démontrer notre supériorité par rapport aux autres, parce que même si nous n'avons pas le même défaut qu'eux, quelque part dans notre personnalité ou dans notre vie, nous avons un défaut dans un autre endroit.
Par exemple, nous pouvons juger les autres en vue de les aider à se libérer de leur fragilité et à devenir une meilleure personne. Cette leçon est mise en scène par Mustapha Fahmy à travers l'exemple du juge Angelo, qui a été mis au pouvoir dans la ville de Vienne pour mettre fin au climat de débauche qui y règne. La première personne qui vient comparaître devant le juge Angelo est Claudio, qui a mis enceinte sa femme avant d'annoncer publiquement ses fiançailles avec elle. Le juge décide immédiatement de condamner Claudio à la mort. Claudio demande alors à sa sœur Isabella de le défendre devant le juge, Isabella qui est une sœur au couvent de Vienne. Et Isabella débute un débat avec le juge. Dans toute cette histoire-là, c'est le juge qui fait preuve des fragilités et qui démontre justement la leçon que j'ai expliquée en début de réflexion. La première fragilité du juge, c'est le fait que, à force d'entrer en contact avec Isabella et de parler avec elle, il commence à la désirer. Conséquemment, il commence à vouloir faire la même faute que Claudio a commise. La deuxième fragilité du juge est que ce dernier décide de se laisser aller à sa faute et donc de ne plus répondre à son mandat. Comme démontré ici dans cet extrait, ceux qui se retrouvent soudain aux commandes d'une cause plus grande qu'eux ont deux options, ou grandir avec leur cause ou la ramener à leur niveau. Des deux options, Angelo choisit la seconde. Et la troisième faiblesse du juge, c'est le fait qu'il a une vision très renfermée de la justice. Ce dernier sait qu'il pourrait démontrer de la merci à Claudio parce qu'il en a le pouvoir, mais il choisit tout de même de ne pas le faire parce que, à son avis, il démontre déjà assez de merci envers la victime de Claudio en le condamnant à mort. Cette dernière faiblesse est démontrée par le passage suivant. Être puissant, c'est savoir d'avoir le pouvoir sans sentir le besoin de l'utiliser. Seuls les faibles ont besoin d'user de tout le pouvoir dont ils disposent. Ainsi donc, le juge Claudio, qui devrait être une personne cérébrale et qui devrait utiliser le bon sens pour résoudre des problèmes, se laisse aller lui aussi à des faiblesses et à des fragilités. Pour le thème de la fragilité, j'ai abordé la fragilité des autres. Dans les pièces de Shakespeare, une idée qui revient souvent, c'est qu'on ne peut pas assumer de responsabilité de quelque nature, que ce soit sans être humanisé d'abord. C'est-à-dire qu'au lieu de se définir en tant que juge ou médecin ou journaliste, il faut plutôt se définir comme humain qui pratique le droit, ou la médecine ou le journalisme. Notre obligation envers l'humanité est censée passer avant celle envers notre métier. Par exemple, Isabella, qui a condamné son frère puisqu'elle voulait garder sa chasteté, n'a pas fait passer son obligation envers l'humanité, laissant donc son frère à la mort puisqu'elle trouvait son métier plus important. La personne qui condamne la fragilité des autres se condamne elle-même, car le jour où elle découvre sa propre fragilité, elle est horrifiée par ce qu'elle voit, la moindre petite ombre lui apparaissant comme le plus vaste et le plus profond des ténèbres. Donc, Isabella, dans la pièce Mesure sur mesure, lorsqu'elle apprend que son frère n'est pas vraiment mort puisqu'il a été sauvé par le duc, se condamne et vit des mauvais moments puisqu'elle a réalisé qu'elle a trahi son frère en préférant sa chasteté qu'à sa vie à lui. Pour le thème de la fragilité, je vais prendre comme sous-thème la main des autres. Pour bien mettre un exemple, Mustapha Fahmy utilise la pièce Mesure pour mesure faite par Shakespeare. Dans celle-ci, on voit plusieurs types de fragilité dans le chapitre de la main des autres. Comme premièrement, la fragilité morale de la société. Comme on voit que Vienne est déshumanisée et que plusieurs des figures visibles mentionnées sont des prostituées et des proxénètes qui sont symboles d'un ordre inverse. Il y a d'autres exemples de fragilité, comme la fragilité morale qui se retrouve dans l'extrait suivant. Le gouverneur de la ville, le duc Vicencio, cherche une manière de rétablir l'ordre moral, mais sait fort bien que sa popularité auprès des habitants de la ville pourrait en souffrir. Il fait alors ce que font les personnes au pouvoir lorsqu'elles se retrouvent dans des situations similaires. Il récompense avec sa main et punit avec celle de quelqu'un d'autre.
on peut voir que ici, il refuse d'assumer ses choix et pose des actions sans vouloir mettre en péril sa réputation. Il décide donc de risquer la réputation de quelqu'un d'autre. On peut voir de plus qu'il n'assume vraiment pas ce qu'il fait, car il va essayer de se cacher après avoir posé cette action, de s'inventer un voyage urgent et nommer à sa place Angelo au plaisir charnel pour s'assurer de l'application de la loi. On le voit avec l'extrait suivant. Entre-temps, il se déguise en homme d'église pour pouvoir observer en cachette les conséquences de sa décision. En faisant cela, il explique son absence qui est coïncidentelle et peut ne pas vivre les répercussions de ses actes. Donc, on voit très bien que la fragilité de son esprit le pousse à utiliser la main de quelqu'un d'autre pour ne pas ternir sa réputation. Sans plus tarder, je vais maintenant vous parler du troisième thème, la fragilité. Donc, dans La promesse de Juliette, Mustapha Fahmy explore la fragilité humaine, celle de nos souvenirs, de nos sentiments, mais surtout de notre identité face aux choix plutôt impossibles. Cette même idée traverse le texte Isabella, dont je vais vous parler, inspiré de Mesure pour mesure de Shakespeare. Isabella se retrouve devant un dilemme assez cruel, ma foi. Pour sauver son frère Claudio, elle devrait renoncer à sa chasteté et coucher avec un juge corrompu. Au début, Claudio accepte de cette décision, mais quand la peur de la mort le rattrape, il supplie sa sœur. Voici mon premier extrait. « Sœur, laisse-moi vivre. » Choquée, Isabella réagit violemment. Elle le traite de bête, de monstre, de lâche, et l'abandonne à son sort. Plus précieuse qu'un frère est notre chasteté. Ce passage relève justement deux formes de fragilité. Celle, pour commencer, de Claudio, d'abord qui s'écroule face à la mort malgré ses principes, et celle d'Isabella, ensuite dont l'identité repose entièrement sur sa morale. Le texte le dit clairement, on peut lire avec mon deuxième extrait, sa chasteté est plus qu'un simple choix. C'est la base sur laquelle toute son identité est construite. Elle n'est rien si elle n'est pas chaste. Ce n'est donc pas pour la dureté qu'elle refuse, mais ce n'est pas pour se trahir à elle-même. Et justement, c'est là que réside la vraie fragilité, dans l'effort de rester fidèle à soi quand tout nous pousse à céder. Pour continuer, dans La promesse de Juliette, on retrouve ce même tiraillement. Le narrateur veut justement aimer librement, mais chaque choix semble lui faire perdre une partie de lui. Comme Isabella, il est vulnérable, non pas par faiblesse, mais par attachement à ce qui donne un sens à sa vie. Ainsi, ces deux œuvres montrent justement que la fragilité n'est pas un défaut, mais le signe d'un combat intérieur entre fidélité, peur et identité dont je vous parlais plus tôt. Une fragilité profondément humaine. Je veux maintenant aborder la dernière thématique, qui est la thématique des identités, selon le chapitre des jouets et l'authenticité. Chaque personne est différente l'une de l'autre, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Chaque personne a une manière différente de penser, d'aborder un problème, de parler, de marcher. Chaque personne a une manière différente de croire en son Dieu. Nous sommes tous différents. Toutefois, on peut dire oui, mais les personnes sont semblables parce que regarde comment en société, nous avons des partis politiques, des compagnies, des associations et des religions. Effectivement, c'est vrai. Toutefois, dans une religion, les personnes se rassemblent simplement parce qu'elles croient toutes en le même Dieu et en toutes la même croyance. Sur les autres plans de leur vie, elles peuvent être complètement différentes. Même dans un parti politique, tous ceux qui sont membres d'un parti politique, ils peuvent croire en la même théorie politique, mais ces derniers peuvent être soit modérés, soit radicaux, et avoir une perception différente de la manière dont on devrait appliquer cette théorie politique dans le cadre de la société. Ainsi donc, chaque personne, autant semblable qu'elle puisse paraître, est en fait en train de jouer un rôle propre
est authentique. Ce qui me mène à venir sur le sujet de l'identité, qui est composé de la fidélité d'une personne à jouer son rôle et de son authenticité. Mustapha Fahmy a écrit au sujet de jouer un rôle que jouer un rôle, ce n'est pas mentir, ce n'est pas non plus faire semblant, c'est créer un monde et croire en son authenticité. Cette phrase est très importante parce que plusieurs personnes peuvent croire que se créer un rôle, c'est s'imaginer un monde fantaisiste complètement rompu de la réalité dans lequel nous vivons, ce qui est complètement faux, parce que plusieurs des rôles que nous sommes en train de jouer dans notre société actuelle, comme par exemple le rôle d'avocat, ont été créés par des personnes qui ont vu un monde d'une certaine manière et ont décidé d'y croire et de le vivre à travers ce rôle. Par la suite, l'authenticité, non seulement elle implique la différence entre les personnes, mais aussi elle englobe toute la vie d'une personne. Par cela, je veux dire que l'authenticité signifie être nous-mêmes. Mustapha Fahmy écrit au sujet d'être nous-mêmes que être soi-même est la devise des personnes qui cherchent à faire de l'authenticité leur valeur première et qui refusent toute forme d'uniformisation institutionnelle. Conséquemment, en étant nous-mêmes, nous nous libérons des demandes et des règles superflues et superficielles de la société pour vivre notre vie selon nos propres valeurs et intérêts. Être soi-même signifie aussi reconnaître une essence humaine qui transcende l'histoire, la société et la religion. Ainsi donc, être soi-même signifie que nous faisons nos choix par nous-mêmes, nous poursuivons nos rêves qui sont inspirés par notre propre personnalité et ce que nous croyons vient de notre propre conscient. Toutefois, j'ai composé une conclusion qui vient refuter cette affirmation au sujet de l'authenticité et qui dit: en guise de conclusion, il est impossible d'être entièrement authentique en société, de la même manière qu'être libre. Edward Bernays, surnommé le père de la propagande pour sa grande habileté dans le domaine des relations publiques, affirme que le choix que nous croyons faire de notre plein gré dans la société est en réalité influencé par le groupe de personnes qui la contrôlent. L'affirmation de Bernays dans ce contexte démontre que l'authenticité pure dans notre société est une chimère. Pour le thème de l'identité, je vais explorer le sous-thème « Qui peut me dire qui je suis ?» Premièrement, il faut comprendre que l'identité, c'est un concept fondamental qui peut être abordé sous plusieurs angles. Donc, je vais le démontrer dans la pièce de King Lear, la pièce intitulée King Lear, qui est une pièce de Shakespeare. Pour mettre en contexte, Oswald est un intendant qui vient de manquer de respect au roi, plutôt dans le texte, et Lear est le roi. Ceci m'amène directement à mon premier extrait. Une fois Oswald devant lui, Lear lui pose une question simple. Qui suis-je? Dans la tête du vieux monarque, il ne peut y avoir qu'une seule réponse acceptable, à savoir vous êtes le roi. Car l'identité pour lui tient d'une sorte d'essence ne dépendant d'aucun facteur externe. Quand on est roi, on l'est pour toujours. Mais l'intendant a une compréhension plus terre à terre des choses. Un roi dans son esprit, c'est quelqu'un qui possède un royaume et tout ce qui s'y rattache, notamment le pouvoir et la fortune. Sa réponse, elle aussi, est simple mais cruelle. Vous êtes le père de ma maîtresse. Le roi est stupéfait, outré, insulté. On voit ici que le roi a une vision de l'identité qui est plus partagée avec celle de la psychologie, qui est l'identité, qui est la suivante. L'identité est la conscience que l'on a de soi-même. Donc, le roi pense qu'il est roi, il pense qu'il est uniquement roi. Pourtant, Oswald a une vision plutôt sociologique, qui est la suivante. L'identité se construit à travers les rôles, les appartenances. Donc, c'est pour ça qu'il détermine que le roi est pas seulement le roi, mais il est aussi le père de sa maîtresse. Dans l'extrait, on voit également que le roi est vraiment centré sur lui-même, puis qu'il fait pas attention à son entourage, puis qu'il détruit sa réputation, donc son identité sociale, sans même s'en rendre compte. Le deuxième extrait que j'ai appuie ce point, mais le pousse à un niveau qui est plus dans notre vie à nous.
la question de laquelle on parle est qui peut me dire qui je suis, que le roi aurait dit plus tard dans la pièce. Avec la question de Lear, Shakespeare touche au cœur de ce que nous appelons aujourd'hui la question identitaire. Qu'est-ce qu'une identité? De quelle façon s'articule-t-elle et dans quelles circonstances peut-elle se perdre? On peut voir que cet extrait insinue que nous demandons en permanence quels facteurs déterminent vraiment qui nous sommes et puis que ce n'est pas seulement nous qui vont savoir qui nous sommes, mais tous les facteurs environnementaux vont pouvoir le déterminer et que notre identité va varier d'une personne à une autre. Donc pour le thème de l'identité, j'aborderai le sous-thème du rôle qui compte. Donc selon Simone de Beauvoir, l'histoire du roi Lear, c'est vraiment la tragédie de la vieillesse, puis de la folie humaine. C'est une vie où la fragilité puis la mort est vraiment le bout du chemin, et le roi, il souffre, et il perd la raison, mais en vain. C'est pas le pire des points de vue, mais ce n'est vraiment pas ce qu'il passe. Dans l'histoire du roi Lear, le roi il voyage et il en apprend beaucoup, il mature. Il apprend que les notions de justice n'ont aucun sens dans une société où les inégalités sont grandes, et qu'un monde où l'on perd le sens de la différence, où tout se vaut, est un monde où prospèrent seuls les vilains et les sans scrupules. Ce qui nous présente que vraiment le roi n'est pas seulement quelqu'un qui perd la raison en vain. Il souffre, mais il comprend le monde qu'il ne connaissait pas avant. Vraiment, l'histoire du roi Lear, c'est l'histoire d'un roi qui s'humanise, qui redevient un avec lui-même et qui se rend compte qu'il aimait vraiment sa fille. Ce n'est pas comme Simone de Beauvoir l'a dit. Ce que vraiment Shakespeare voulait indiquer, c'est que le véritable amour est tout sauf conditionnel. Shakespeare, il pousse la souffrance du roi Lear vraiment pour nous aider à comprendre qu'il est important d'aimer avant qu'il ne soit trop tard. Vraiment, le roi Lear, il a souffert, mais pas en vain. C'était vraiment pour deux bonnes raisons. Pour d'abord, le rôle qui compte vraiment dans la vie, c'est celui qui nous remplit de bonheur, et de paix et de gratitude. Puis vraiment, la seule chose qu'on peut faire avec l'amour, c'est de le donner. Le roi Lear n'a vraiment pas souffert, il a pris le rôle qu'il devait jouer. C'est le rôle qu'il devait jouer dans l'histoire, c'était vraiment le rôle de père, et d'être présent envers sa fille, Cordelia, qu'il avait tout d'abord exilée de son royaume. Pour finir, je vais justement vous parler de mon dernier texte. Donc c'est parti. Dans la promesse de Juliette, on y retourne, Mustapha Fahmy explore justement la question de l'identité à travers un personnage qui est tout de lui-même, de son passé et de l'amour qu'il a vécu. Ce thème fait écho au texte L'identité théâtrale dont je vais vous parler, où l'identité n'est pas une essence fixe, mais un rôle que l'on choisit et que l'on incarne devant les autres. Je vais continuer avec mon premier extrait. Dans ce texte, on peut lire « Cela ne signifie pas pour autant que je suis entièrement libre de choisir le rôle que je veux incarner. Ma liberté se limite en fait à ma capacité de choisir parmi la variété de rôles que la société m'offre. Cela nous démontre justement que notre identité n'est jamais totalement libre. Elle dépend du contexte, des possibilités que notre époque et que notre environnement nous offre. De la même manière que dans le roman, le narrateur tente justement de se définir en tant qu'homme amoureux par rapport à Juliette, mais se heurte aux attentes et au silence de Juliette, à l'incertitude du passé et aux limites de sa mémoire. Un autre extrait du texte Identité théâtrale nous dit que il est impérieux que les personnes qui comptent pour moi reconnaissent le rôle que je veux jouer dans la vie. Car si elles refusent de le faire, cela pourrait me pousser à douter de moi-même. Assez intriguant. Mais cela rejoint profondément le parcours du narrateur. Il ne suffit pas qu'il veuille revivre l'amour ou se reconstruire à travers l'écriture. Il a besoin d'être reconnu dans ce rôle par Juliette. Ou du moins, à l'idée qu'il se fait d'elle. Sans cette reconnaissance, sans cette reconnaissance d'identité, elle vacille. Il cherche à comprendre qui il est, non pas en se regardant seul, mais à travers le miroir des autres. Le texte nous montre aussi que refuser un rôle ou en jouer un qui n'est pas totalement accepté par nous-mêmes, c'est risquer l'effacement ou la marginalisation de temps en temps. Ça renforce justement le sentiment de solitude du narrateur qu'on peut lire, qui doute même de ce qu'il a vécu. Est-il vraiment aimé? Est-il vraiment cet homme qu'elle a vu en lui? Ou n'a-t-il fait que jouer un rôle que l'on reconnaît peu? En somme, la promesse de Juliette illustre parfaitement que le fait que l'identité n'est pas une vérité intérieure figée,
qu'elle peut toujours porter à changer, mais c'est un équilibre fragile. Ce que l'on veut être et ce que les autres nous permettent d'être. J'ai besoin d'être vu, validé, compris par ceux qui nous aiment et ce qui compte vraiment chez plusieurs individus. Merci.